de vous passer cet extrait, parce que ça va faire suite avec ce avec quoi Éline et moi allons discuter. Euh, Auparavant, Éline, donc tu es venue discuter il y a quelque temps dans une autre émission du deuil de ton conjoint. Est-ce que pour les personnes qui n'ont pas entendu effectivement ton témoignage, tu peux nous rappeler ce qui s'est passé et depuis combien de temps tu as perdu ton conjoint? Ouais. Alors, ça a été assez brutal, ça arrivait très vite, sans prévenir. Voilà, il n'y avait pas forcément de maladie ou quelque chose qui pouvait prévenir. C'est... comment dire, c'est en retour de soirée, voilà, après s'être bien amusé, il s'est senti pas bien et il s'est effondré et il est parti en 3/4 d'heure. Voilà. Et donc, il avait quel âge et toi tu avais quel âge? Il avait 40 ans et j'en avais 33. On était donc seuls à la maison, donc j'ai dû me charger de ça toute seule. Ouais. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps? 9 ans. 9 ans. Et c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans et 1 mois. 2 ans et 1 mois, voilà. On les compte. Et donc, effectivement, tu avais accepté de venir témoigner de la douleur que tu avais traversée par rapport à cet élément de surprise, notamment, parce que c'est vrai que choc, perdre un conjoint, mais il y a différents contextes. Ouais. Et là, effectivement, il y avait le choc, là, entre autres choses, la jeunesse, voilà. Et puis, si on avait discuté, moi j'aime beaucoup cette partie-là de l'étape humaine, la résilience. Oui. Voilà, suite à un trauma, un choc, une difficulté, une souffrance. Voilà, comment tu avais mis en place des choses pour t'aider à dépasser effectivement cette brutalité, cette expérience extrêmement brutale. Et voilà. Donc ça avait été extrêmement intéressant. Et donc effectivement, comme je le disais au préalable, on avait dit qu'il y avait plein de sujets, on pouvait tirer la ficelle sur plein de sujets différents en partant du départ d'un conjoint, du deuil d'un conjoint. Et donc, on avait évoqué celui-ci qui était de dire, à un moment donné, tu m'avais parlé en off, hors radio, de dire qu'effectivement, ce qui avait été compliqué, c'est que tu n'étais pas... tu avais des difficultés, comme tu n'étais pas mariée, ni pacsée, donc au niveau légal, tu avais rencontré certaines difficultés qu'on n'imaginait pas, donc au niveau officiel, légal, administratif. Au niveau aussi de la belle famille, on verra si tu souhaites en discuter ou pas. Ouais. Et puis toi, dans ta posture, même dans ta propre reconnaissance par rapport à ce départ et à cette posture de personne en deuil. Et donc, pour refaire juste un petit lien avec la capsule que je viens de passer, c'est de dire, effectivement, à un moment, il dit... vous avez le droit de revendiquer votre statut de personne en deuil, c'est important. Et donc, en partant de cette revendication de dire « je suis en deuil, quels sont mes besoins ?» par rapport à ma peine, etc. Et donc, toi, tu as rencontré une difficulté dans ta posture de personne en deuil, parce que revendiquer au niveau, par exemple, administratif et légal, cette posture d'une personne qui a perdu et qui est donc... voilà, dans cette étape-là, ça a été compliqué. Est-ce que tu peux, du coup, nous éclairer sur ces difficultés auxquelles on ne pense pas forcément? C'est vrai que, du coup, du jour au lendemain, en fait, on découvre assez rapidement qu'on n'est personne, qu'on peut ne pas être concerté. Attends, est-ce que tu peux développer un petit peu, dire ne pas être concerté par rapport à quoi? Alors, notamment, c'est bête, mais toute la partie... alors, là, je parle de manière large, pas forcément sur mon cas perso, mais la première partie où ça va être tout ce qui est cérémonie et la partie crémation, enfin... Voilà, je pense qu'il y en a qui peuvent être complètement exclus de ça, étant donné qu'ils n'ont pas de statut. Ok. Ça a été ton cas ou... Non. Moi, on m'a demandé si je voulais venir, donc ça me paraissait évident. Mais c'est hyper important ce que tu pointes du doigt là. Ah, oui. C'est vrai que tant que tu n'es pas confronté à cette situation, tu l'anticipes pas, tu l'imagines pas, ou que tu n'as pas une personne proche de toi qui l'a vécu. Non, puis à cet âge-là, on ne s'imagine pas devoir organiser un enterrement. Effectivement, aujourd'hui, je me dis, par exemple, je perds mon conjoint, donc moi aussi, je suis dans la même finalement situation que toi, je suis avec quelqu'un, mais sans reconnaissance légale. Et je me dis, aujourd'hui, il décède. Quelle serait ma part? Comment la belle famille me laisserait effectivement prendre une part active dans toute l'organisation du départ, qui est quand même quelque chose l'organisation, le choix. Voilà, qui est une cérémonie, mais on sait que les cérémonies, la symbolique de la cérémonie, c'est important pour dire au revoir à la personne. Alors on y attache plus ou moins d'importance, mais il y a quand même un passage, c'est un rituel. Et d'avoir sa place dans ce choix, dans les décisions à prendre dans ce rituel, ou ne pas avoir sa place et qu'on ne nous laisse pas cette place-là et cette possibilité d'interagir avec la belle famille.
effectivement, ça peut être. Si violent, déjà les relations sont conflictuelles avant, je pense qu'on est complètement exclu. On ne nous concerte pas et ne pas pouvoir aller se rendre, choisir déjà crémation ou enterrement. Si c'est enterrement, le choix de. Alors moi, j'avais beaucoup de mal à dire cercueil pendant des mois, mais donc c'est peut-être bizarre, mais j'appelais ça la boîte. Faire ces choix-là. Déjà là, moi, j'ai été très fière de pouvoir avoir mon mot, parce que ils sont aussi sous le choc. Parents, moi je sais que son père n'a pas pu venir, il ne pouvait pas voir ça, donc j'ai fait ça avec sa mère et sa sœur. Et est-ce que choisir ça, c'est compliqué. Est-ce que tu t'es pas retrouvée confrontée, parce que du coup, au moment où tu en parles, moi aussi, du coup, je réfléchis. Par exemple, on peut être amené avec son conjoint à discuter, de dire voilà, si ça m'arrivait, je souhaiterais ça. Et finalement, se retrouver en désaccord avec la famille. Oui, aussi. Et ça t'est pas arrivé ? Alors, c'est vrai qu'on y a réfléchi. Enfin, on n'en a pas eu le temps d'en parler. Moi, à un moment donné, j'y ai pensé et je me suis dit, mais on est tellement en état de choc, j'arrivais pas. Déjà, mon cerveau s'était déjà coupé en fait, et j'arrivais pas à me souvenir. Je sais qu'on en avait un peu parlé, mais en rigolant, et aucun souvenir de ce qu'il avait pu me dire. Est-ce que je veux être incinérée ou pas ? Je me souvenais juste que s'il était légume, il voulait pas le rester. Ça, c'était une certitude, et tout son entourage aurait pu le dire. Mais le choix de. Tu sais que même ça serait compliqué. Oui, ça aurait été compliqué. Et je le sais. Parce qu'on dit tous, si on est légumes, débranchez-moi. Mais en fait, quand les personnes restent face à la personne qui est en état de... Tu vois, c'est pas si facile que ça, en fait. Mais là, même après le choix, est-ce que c'est en église, est-ce que c'est hors église ou pas ? Nous, on n'était pas du tout croyants, mais ça a été un bien, je pense, et un besoin pour ses parents. Donc, ce choix s'est fait là. Puis c'était en plein, encore pendant Covid, début 2022, c'était encore assez très restreint. Donc on avait eu des rumeurs comme quoi si on le faisait au funérarium, on devait être limité en nombre, et nous on savait qu'il allait y avoir beaucoup de monde, donc on voulait pas. Donc il y a eu des choix aussi à faire comme ça au niveau de la situation. Et du coup, tu as été bien intégrée dans ces discussions et dans ces prises de décision ? Oui, mais dès les premiers jours, il y a quand même eu des mots assez durs et qui m'ont fait comprendre que j'étais personne. Donc, je ne vais pas l'évoquer là, mais c'est trop personnel. Mais dès les premiers jours, on m'a quand même fait comprendre que si tu es là, c'est parce qu'on le veut, mais sinon, on pourrait ne pas. D'accord. C'est terrible. C'est dur. J'en prends la mesure au moment où on en discute, en fait, de ça. Ok. Donc, toi, tout de suite, tu as senti... Ça, c'était vis-à-vis de la belle famille. Donc, ça a commencé avec la belle famille à sentir quand même... Après, je pense qu'ils n'en ont pas la mesure. C'était des mots. Pour eux, c'est vrai que c'était le côté administratif et c'était juste t'avertir que plan légal, c'est comme ça. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu la mesure d'entendre comment j'allais pouvoir le ressentir. Et je me suis tout de suite, en fait, sentie... pas exclue, mais presque, que j'allais être... Enfin, déjà, il y avait un manque de... considération déjà. Alors c'est vrai qu'on va pas généraliser. C'est-à-dire que c'est ta belle famille qui a réagi comme ça. Une autre belle famille, selon les liens, aurait pu réagir différemment qu'elle avait avec la personne en face, pire, etc. Donc, soit pire, soit intégrer beaucoup, totalement la personne. Pour moi, je me suis sentie intégrée, mais il y avait déjà des petits mots qui pouvaient faire très mal. Mais effectivement, donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, là, on parle de ton expérience à toi. Voilà. Et parce qu'il pourrait y avoir une belle famille qui, quand bien même il n'y aurait pas de mariage ou de Pacs, aurait totalement et sans avoir ressenti, toi, ces petits mots que tu as ressentis, où on t'a fait un peu sentir que voilà, c'était a priori maintenant les liens du sang avant tout. Et voilà. Et donc, une autre famille, même sans Pâques, sans mariage, aurait pu totalement dépasser les liens du sang et totalement t'intégrer, etc. Donc, tous les cas de figure étaient possibles, mais on va discuter du tien et de comment ça s'est passé. Et là, tu vois, tu fais référence aux liens du sang. Même hors mariage ou hors Pacs, je pense qu'il y aurait eu un enfant, ça aurait été aussi différent. Parce qu'il y avait un lien du sang et j'aurais été, je pense, considérée différemment. Alors, ce qui est toujours intéressant, on va revenir là-dessus, à chaque fois, c'est de dire, OK, de toute manière, Éline, et tu le sais, si toi, tu étais dans cette situation avec cette belle famille qui a réagi comme ça, c'est que toi, tu devais vivre
cette situation et que ton âme devait expérimenter cette relation particulière. C'est pour ça que je dis, ça aurait pu être 36 fois différente, avec 36 belles familles et 36 Éline ou Christiane ou différentes. Mais toi, c'était ça. Et tu avais à grandir de cette épreuve et de te sentir justement pas forcément totalement intégré, etc. Donc ça, c'est totalement OK. On est OK là-dessus. On va pas du tout... Ce que je veux dire, on va pas critiquer la belle famille. Hein. On est d'accord. Non, et puis non, j'ai pas du tout... C'est pas du tout ta posture. Pour moi, ça restera toujours ma belle famille dans mon cœur. Voilà. Alors, donc tu as commencé à sentir là, de dire, oups, effectivement... J'ai une place et c'est peut-être pas celle que je pensais. Voilà, quelle est ma place et quelle est ma reconnaissance. OK. Une fois que l'enterrement a eu lieu, comment tu t'es sentie dans cette reconnaissance de personnes en deuil ? Toujours vis-à-vis de la belle famille, qu'est-ce qui a pu se passer où tu as senti que c'était OK ou c'était pas forcément totalement OK ? Après, je pense que c'est pareil, ça peut être que complètement involontaire, mais on n'a pas vécu le deuil pareil. Moi, j'étais dans le côté trauma, à chercher pourquoi je vivais ça, pourquoi je ressentais ça, à chercher à répondre à des questions. Mes beaux-parents, ils étaient complètement, par contre, renfermés et perdus et en état de choc complètement différent. Du coup, j'avais plus trop de contact et même moi, j'avais du mal à donner des nouvelles ou aller les voir parce qu'après, moi, je vivais autre chose. Je vivais la culpabilité et j'avais honte d'aller les voir. Donc, ça a créé, en fait, une sorte de distance qu'on m'a reproché plus tard. D'accord. Mais que j'ai eu du mal à faire entendre, oui, mais je ressentais ça et c'était pour moi dur de venir face à vous parce que pour moi, je ne l'avais pas sauvé en fait. Donc c'était trop dur de vous affronter. Okay. Et puis ce petit sentiment donc, de rejet dans certains mots, c'est dur. En fait, j'étais toute seule face à eux. Oui. Voilà. C'est compliqué. Ouais. Et alors justement, si on prend le parallèle, si par exemple tu avais été pacsée ou mariée, légalement, quelle aurait été ta posture par rapport à toutes ces décisions en lien avec l'enterrement, la cérémonie, tu le sais? Quelle était ta légitimité? Le Pacs, il n'a pas énormément de foi légale, on va dire. De ce que j'ai pu lire sur des groupes de deuil, où justement tout ce genre de questions peut se poser, il me semble que le Pacs permet seulement une question d'usufruit au niveau du logement sur un délai. D'accord. Peut-être plus, là c'est vraiment les petites infos que j'ai pu choper entre-temps. Et le mariage, après, toutes les décisions me seraient revenues, en fait. Voilà, ok. Ouais, complètement. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce qu'à un moment donné, ça t'a fait regretter de ne pas avoir passé cette étape pour te sentir plus légitime, ne serait-ce que dans cette partie-là? Alors, où j'ai regretté, c'est surtout le statut et l'étiquette effectivement, comme tu dis, la partie administrative nous redonne, nous refait bien entendre qui on est. Ce côté, vous n'êtes pas veuve. Je peux pas me considérer, je peux pas me faire appeler veuve et vous êtes célibataire. Ces deux mots qui sont horribles. Et du coup, aujourd'hui, je n'ai pas le droit de dire veuve et je ne supporte pas dire célibataire. Célibataire, ça, pour moi, c'est vraiment synonyme de rupture. Pour moi, il n'y a pas eu rupture. Et je ne peux plus jamais être célibataire dans mon cœur. Et du coup, aujourd'hui, je me nomme, j'ai donné une autre étiquette à ces personnes-là qui sont dans ce néant un petit peu administratif. Je me fais nommer sans étiquette. Parce que, alors on va revenir là, c'est hyper intéressant ce que tu dis, de dire que tu peux pas te sentir attribuer le statut de veuve. C'est qu'un nom, mais c'est très dur. Oui, parce que c'est une symbolique en fait. Ah oui, c'est symbolique. Ce que tu as traversé et ce que tu traverses encore aujourd'hui, et c'est une reconnaissance administrative, effectivement. Une fois que effectivement la cérémonie a lieu, etc., tu te retrouves confronté à quoi par rapport au fait que tu n'es pas marié ou pas pacsé, par rapport soit à la belle famille ou légalement? Qu'est-ce qui se passe juste derrière, après? Vous habitiez ensemble? Oui. Alors. Ok. Donc, on habitait ensemble. Effectivement, la partie qui a été un petit peu difficile, c'est que du coup, on habitait chez lui. Il était propriétaire quasiment quelques mois après qu'on se mette ensemble, donc ça faisait 9 ans dans le même bâtiment. Mais c'était pas chez moi, officiellement. D'accord. Et là, effectivement, administrativement, c'est compliqué. Parce que, donc, en dehors de mon cas, je préfère
tire large pour pas forcément dire quelle a été ma situation directe, mais on peut clairement vous dire de partir du jour au lendemain. D'accord. C'est la belle famille, toujours. Belle famille, ouais. D'accord. Oui. Et notamment, souvent, parce qu'il y a des frais de succession et les notaires poussent généralement les belles familles, la famille à vendre ce bien-là pour pouvoir régler les frais de succession. Oui. Donc en fait, tu n'as aucune protection, donc aucune reconnaissance légale, aucune protection juridique, quand bien même vous auriez effectivement, alors c'est pas un bien commun, mais en tout cas vous habitiez le même logement depuis des années. J'ai pas poussé effectivement la recherche, mais je pense qu'auprès d'un avocat, on peut arriver à se défendre et dire non, c'est chez nous et on a un droit. Tu penses que c'est possible? Je pense, parce qu'on m'avait déjà fait des remarques comme quoi, certes, t'es pas marié, mais si tu peux prouver que pendant des années, tu as été avec et que tu vivais avec et que ça se passait bien, des témoignages, tout ça, tu peux avoir une partie de l'héritage. Ouais. Mais donc là, c'est juste la partie un peu financière et matérielle. Moi, je voulais surtout pas ça, parce que ça allait créer une guerre qu'on n'a pas envie de vivre pendant tout ça. Et c'était pas question de ça, mais je voulais effectivement juste qu'on me reconnaisse et qu'on admette que cette vie-là m'appartient, ce logement aussi, le côté matériel aussi à l'intérieur, l'ameublement. Je n'étais pas juste une amourette de 6 mois, je vis dans ce contexte-là depuis des années, c'est mon adresse, mes factures sont à cette adresse. C'est dur de me dire du jour au lendemain, non, c'est plus chez toi, pars en fait. Ouais. Donc tu perds à la fois ton conjoint, mais tu perds un statut de partenaire conjointe, qui n'est pas légal, mais voilà. Ouais. Tu perds des possessions matérielles. Enfin, tu peux, parce que je te dis, ça dépend des belles familles, mais tu aurais pu rester. Et là, en tout cas, et du coup, tu es aujourd'hui encore dans cet appartement, je te Non, ça y est, ça fait 4 mois. Donc on t'a demandé de partir? Oui. Ok. On t'a laissé un petit peu de temps malgré tout? Ok. Ouais, donc ça se joue à plein de niveaux, effectivement. Le fait de ne pas avoir de reconnaissance légale, ça impacte des sphères, c'est impressionnant. Personne n'est à la rue, on pourrait être à la rue du jour au lendemain. Ouais. Et pareil, alors certes, on m'a laissé du temps, et je les en remercie, mais j'ai quand même en moi un bout de colère parce que ça n'a pas été mon choix. Je voulais faire mon deuil chez moi, ça a été très dur. Je l'ai vu partir chez moi. Certes, certaines personnes ne le comprennent pas, mais pour moi, c'était tous nos souvenirs heureux aussi ici. Et c'était important de faire ce deuil chez moi et de ne pas avoir intégré ce moment-là de mes étapes et de prendre enfin la décision moi-même de dire « Ok, c'est le moment maintenant. Il faut que j'avance et je dois partir. » Ça n'a pas été ma décision à moi. On ne m'a pas laissé ce temps que j'aurais pensé. Du processus, en fait. Voilà. En fonction j'ai pas eu le contrôle de mes étapes, et, alors que c'était mon toit à moi, quoi. Et ça fait beaucoup, hein. Ouais, c'est dur. Ça fait beaucoup de choses, là, au-delà de la perte de ton conjoint, qui est déjà, tu vois... dramatique, ouais. Mais après, tu perds tous tes repères. Parce que de partir dans un autre bâtiment que tu connais pas, avec des voisins que tu ne connais pas. Là, moi, j'avais des voisins adorables qui m'ont logé justement pendant les premières semaines où c'était dur d'être chez moi. C'était perdre une sécurité aussi. Ça se joue à beaucoup de... Tu c'est perds dur. Au niveau de ton identité de femme, donc tu n'es plus en lien avec quelqu'un. Au niveau des protections maison, peut-être protection financière s'il avait un revenu, je ne sais pas comment. Ça se joue à du jour au lendemain, faut tout comment dire, pas maîtriser, mais subvenir en fait aux dépenses financières. Non. C'est venu te bousculer beaucoup. Tout. C'est impressionnant. 2022 a été traumatisant, 2023 a été complètement chamboulé. Toute ma vie d'avant a disparu. Et alors ta famille à toi, comment elle a regardé ça? Comment elle a pu vivre? Comment tu penses qu'ils ont vécu ça? Est-ce qu'ils ont senti que... Oui, bien sûr. Oui, notamment mes parents qui avaient perdu un enfant déjà, donc le deuil, ils connaissent. Mais c'est là où justement, même dans cet échange-là de compréhension, c'est difficile parce que mes parents ont perdu un enfant, donc ils pouvaient, je pense, plus comprendre le deuil de mes beaux-parents, même si c'était pas la même tranche d'âge. Mais pour eux, ils voyaient juste un enfant complètement dévasté, meurtri, pour moi, je considère qu'ils ne me comprennent pas. Et ça a été, par exemple, assez dur d'en parler, notamment de me faire comprendre, notamment vis-à-vis de ma mère, parce que du coup, elle a besoin de materner, d'aller consoler, sauf que là, tu vois, tu parlais d'identité de femme. Là, pour moi, c'est dur.
Et ça a été justement dur dans la partie relationnelle avec ma mère parce que moi, c'est mon statut de femme qui vient de s'effondrer. Oui. Tous mes projets de vie avec un homme ou de famille. Et effectivement, je me retrouve administrativement célibataire et au sein de ma famille, je redeviens l'enfant d'eux et plus la femme d'eux. Oui, tout à fait. Et du coup, de me materner, c'est me rajouter un coup de couteau en fait dans la plaie parce que je ne veux pas redevenir l'enfant d'eux, même si, oui, on l'est toujours, mais je veux être considérée comme une femme parce que c'est ce qu'on vient de m'enlever. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très, très dur à faire entendre. C'est pas ce qu'on vient de t'enlever, mais c'est là où la vie est en train de te bousculer. Tu vois, on ne te l'a pas enlevé. On est venu te chercher, te bousculer à ce sujet-là. Je me sens plus femme d'eux, quoi, donc c'est dur. Hein. Ouais. Oui, mais peut-être, enfin, c'est certainement de toute manière que cette étape était nécessaire pour aller à la rencontre de la femme. Parce que je me souviens de notre premier échange où tu disais que tu avais beaucoup besoin de l'autre. Ouais. Et que tu vivais vraiment... un peu aux dépens. Ouais, aux dépens de l'autre, au détriment de toi. Possible, tu vois, et que justement, ça t'avait appris. Tu étais partie en voyage dans un pays assez loin. En Australie. Tu avais fait une sorte de voyage initiatique où tu avais osé prendre les choses en main toute seule, etc. Donc ça avait été quand même pour toi une étape de grandir importante. Dans besoin de savoir qui je suis, vraiment. Quête identitaire. Donc c'est pas venu pour rien. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis tout à l'heure, on remarque tout ça, c'est venu te chambouler, te mettre à terre, ça a créé un chaos incroyable. Et justement, dans plein d'endroits de ton identité de femme et dans plein contexte de ta vie, ça a frappé fort, mais finalement, pas pour rien. C'est toujours pareil. Ça a mis en morceaux le puzzle qu'il faut reconstruire. Voilà. Mais toujours en termes identitaires et comment, tu vois, on me reconnaît. Mais surtout, c'est comment toi, tu te reconnais, en fait. Tu vois, et perdu. Voilà. Il a fallu que tu te perdes pour aller à la rencontre de... Enfin, c'est ce que tu es en train de vivre, pour aller à la rencontre de toi-même. Donc, il fallait en passer par là. Tout à l'heure, tu as pointé du doigt le fait de dire que légalement, mais ça, c'est hyper intéressant, tu n'es pas veuve. Ça, c'est terrible. Voilà, c'est terrible. On me l'a dit. Hein. Ouais, c'est terrible. Ça, c'était pendant... Je cherchais justement de l'aide auprès d'associations. Donc, je cherchais des associations de deuil. Et j'étais tombée à Grenoble. Il y a une association de deuil pour veufs et veuves. Et je voulais aller là-bas pour savoir s'ils organisaient justement des réunions, un peu témoignages, pour pouvoir parler entre nous, pour se sentir compris de la perte de l'être aimé. Et je me suis fait recevoir. En fait, sur le coup, on m'a tout de suite dit, mais vous n'êtes pas veuve. En fait, juste les mots. Ça a été dur. Donc, on ne peut pas vous aider, parce que c'est vrai que nous, on fait beaucoup plus un accompagnement administratif. Donc, vu que vous n'en êtes pas sujette, on ne peut pas vous aider. Et après, je lui ai demandé s'il faisait quand même un peu des témoignages pour en parler. Il fait, oui, on fait, mais la plupart, c'est des personnes âgées. Ils ne vont pas vous comprendre. D'accord. Et comment tu te sens, que ce soit vis-à-vis de la belle famille, ou là, par exemple, quand on te reçoit comme ça, il y a une sorte de négation, mais qui est juste par rapport au mot, de dire on ne peut pas mettre le mot de veuve légalement, mais une sorte de négation. Comment tu le vis, toi, intérieurement? C'est un rejet, inconsidéré. Une négation de ta souffrance, de ce que tu traverses. On ne veut pas la considérer. Enfin, oui, c'est comme si, en fait, c'est un peu derrière le tu n'es pas veuve, vous n'êtes pas mariée, tu es jeune. Il y a un petit peu derrière, ça va aller pour toi, tu vas refaire ta vie. Oui. Mais aujourd'hui, on n'a pas envie d'entendre parler de ça et considérer d'abord mon deuil, un petit peu ce que disait donc le reportage de tout à l'heure. Je veux qu'on considère d'abord mon deuil avant de vouloir me reconstruire, arrêter de vouloir me recaser alors que je viens de perdre l'amour, en fait. Et tu vois, c'était le mot que j'avais souligné par rapport à revendiquer mon statut de femme en deuil et veuve. En tout cas, je suis veuve, même si légalement, tout à fait. En tout cas, j'ai perdu l'amour, la personne que j'aimais. D'accord. Et tous mes projets. Tous nos projets, justement, d'acheter, de s'agrandir, de prendre une maison, de potentiellement avoir une famille, tous ces projets-là où on arrivait à les visualiser, tout ça, dans la tête, dans l'esprit, ça disparaît d'un coup. Et alors, quand tu te sens un petit peu... pas prise à la mesure de la souffrance que tu traverses en tant que veuve, moi je posais ce mot-là, quand tu ne te sens pas reconnue comme telle, comment tu réagis intérieurement, en fait? Quelle est ta réflexion? Qu'est-ce que tu mets en place pour que ça ne t'atteigne pas autant? Que ça ne m'atteigne pas.
Parce que ça doit t'atteindre. Ouais. Et à un moment donné, tu décides de dépasser ça. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis donné ce nom, je pense. Déjà, de me donner un statut. Oui. Même si le terme sans étiquette est peut-être pas très innovateur, mais déjà c'est bête, mais de me donner un statut et de le dire aux gens, de dire non et vraiment de le revendiquer. Non, a priori je ne suis pas veuve, mais non, s'il vous plaît, je ne suis pas célibataire. Et aujourd'hui je revendique le sans étiquette parce que toutes ces femmes, et hommes, ont besoin de se resituer, et peut-être qu'il faut lui trouver un petit nom plus sympathique, mais pour qu'on soit considéré même en termes de au niveau de l'État. Ouais. Après, émotionnellement, de se protéger de ça, c'est compliqué. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, même après 2 ans, je le vis encore pas très bien. Ouais. D'accord. Parce qu'il y a toujours ce sentiment de rejet. De négation. Ouais, tout à fait. Mais je trouve que c'est intéressant de dire, voilà, j'invente le terme qui, moi, me convient, en fait. Oui. De te déterminer. Au lieu de te laisser déterminer par les autres. C'est ça. Ou par un côté administratif. Tu dis, vous n'êtes pas ça, vous êtes ça. Et toi, de t'octroyer le droit, ça me redonne une place. Ça me revient à moi de dire ce que je vis, ce que je suis, ce que je ne suis pas. Ouais. Et je suis pas d'accord avec vous, je suis plutôt ça. Ouais, je suis entre deux, quoi. C'est chouette. Et du coup, finalement, on rejoint et on rattache le côté quête identitaire. Oui. Arrêter de se laisser définir par l'autre, et de dire aujourd'hui c'est moi qui dis ce que je suis, ce que je veux, ce que je ressens. Et c'est intéressant parce que pour moi tout ramène à ça en fait. Tout ce que tu traverses depuis ce moment-là ramène à ça, à cette recherche de qui je suis, qui je veux être. C'est vrai. Ok. Éline, on fait une petite pause. On va détendre un petit peu. Et puis on se retrouve après pour continuer à évoluer, à échanger ensemble. Yes.